La schizophrénie est un trouble mental grave dans lequel les gens interprètent la réalité de manière un petit peu anormale, même très anormale. C'est une maladie qui peut entraîner une combinaison d'hallucinations, de délires, de pensées, de comportements extrêmement désordonnés qui altèrent le fonctionnement quotidien et qui peuvent être très invalidants. Cyril Malka, Saint. Alors, avant tout, comment est-ce que l'on peut reconnaître la schizophrénie? Quels sont les symptômes de la schizophrénie? Alors, il y a plusieurs symptômes qui sont relativement courants, il y en a qui sont un petit peu plus rares, et les symptômes peuvent être différents pour les adolescents que pour les adultes et pour les hommes que pour les femmes. Mais en règle générale, il va y avoir des symptômes qui vont revenir régulièrement et qui vont être en place chez tous les patients. Et le premier d'entre eux, ça va être des illusions. Les illusions, ce sont des fausses croyances qui ne sont pas fondées sur la réalité. Par exemple, ça va être une personne qui pense qu'elle est victime de violence ou de harcèlement alors que ce n'est pas le cas. Ou alors que certains gestes ou commentaires que quelqu'un fait à côté de vous, aux environs, ils vous sont adressés alors que ce n'est pas le cas. Euh, ou alors que vous avez des capacités exceptionnelles ou une renommée exceptionnelle, que vous êtes parfaitement connu, que tout le monde vous connaît, que d'autres personnes sont amoureuses de vous, ou alors qu'il y a une catastrophe majeure qui est sur le point de se produire. Donc ce genre d'illusions qui peuvent aller jusqu'au délire surviennent chez la plupart des personnes qui sont atteintes de schizophrénie. De plus, vous allez avoir régulièrement aussi des hallucinations. Alors les hallucinations, c'est plutôt de voir ou d'entendre des choses qui n'existent pas. Et pourtant, même si ces choses n'existent pas, elles vont avoir une force et un impact sur les personnes qui souffrent de schizophrénie comme si elles existaient vraiment. Donc ce n'est pas seulement comme des fois nous on peut mal entendre ou on peut avoir l'impression que quelque chose a été dit alors que ce n'est pas le cas ou mal comprendre, mais là c'est plutôt quelque chose qui va être vu et entendu comme si cela arrivait vraiment et ça a l'impact donc d'une situation tout à fait normale, d'une expérience vécue. Les hallucinations peuvent donc être un petit peu dans n'importe quel des cinq sens, l'odorat, l'ouïe, la vue, etc. Mais l'hallucination la plus courante, c'est quand même d'entendre des voix. Ce que certains, mais ça j'en reparlerai peut-être si je fais ma série sur le cerveau que j'ai pensé faire. Mais il y a une théorie d'après laquelle, en fin de compte, notre cerveau, le cerveau de la personne qui souffre de schizophrénie, a un retard de conception, ce qui fait que les propres pensées de la personne font écho, en quelque sorte, dans le cerveau, ce qui leur donne l'impression d'entendre une voix. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille toujours et ce n'est pas prouvé ni rien. C'est une théorie dont je reparlerai dans un autre programme, peut-être à un moment donné. Troisième point important que l'on retrouve régulièrement, c'est une pensée désorganisée. En fin de compte, la communication est altérée et donc du fait où les formes de pensée sont pas organisées comme dans un cerveau qui ne souffre pas de schizophrénie, les réponses aux questions peuvent donner l'impression d'être partiellement ou totalement indépendantes, un petit peu comme si une partie de la question est comprise, mais l'autre non, et ça part dans un autre sens. Des fois, ça peut aller si loin que le discours peut inclure un assemblage de mots qui n'ont pas de sens ou qui peuvent être mal compris ou pas compris. Des fois, on appelle ça la salade de mots, mais c'est rare, c'est relativement rare, mais ça peut arriver. Il y a le comportement moteur qui est extrêmement désorganisé ou qui est anormal. Et ça peut se manifester de plusieurs manières, de plusieurs façons.
Ça va être le comportement physique, en quelque sorte. Il n'est pas axé sur un objectif. C'est un petit peu comme s'il était incohérent par rapport à ce qui est dit ou ce qui est fait ou par rapport à la personne. Ça peut être une posture inappropriée ou bizarre, ou alors des mouvements inutiles et excessifs, sans raison apparente. Ça va être aussi des problèmes pour effectuer les tâches parce qu'ils ont du mal à organiser leur comportement sur un objectif, donc ils ont du mal à organiser certaines tâches, par exemple. Ça peut aussi être une résistance aux instructions. Il ne va pas vouloir faire, pour aucune raison spéciale, ce qu'on lui dit. Il va vouloir absolument faire, avoir un certain comportement. Donc le comportement est désorganisé. Le comportement moteur, c'est un petit peu comme s'il ne correspondait pas au comportement dont on peut s'attendre d'une personne de cet âge ou de cette façon. Et donc, ensuite, il y a tout ce qu'on appelle donc, ces symptômes négatifs, et qui sont donc une capacité réduite ou qui sont une capacité insuffisante à fonctionner normalement. Donc ça va être par exemple que la personne va négliger son hygiène personnelle ou va sembler manquer d'émotion, avoir un visage un petit peu vide, elle ne va pas établir de contact visuel, elle ne va pas changer d'expression faciale, elle va parler d'une voix monotone. Et puis il peut y avoir un manque d'intérêt aux activités quotidiennes ou alors elle va se retirer socialement, elle va manquer de capacité à ressentir du plaisir. Il va y avoir une déconnexion en fin de compte entre le monde émotionnel de cette personne et sa façon de fonctionner. Un petit peu comme s'il y a une connexion qui était coupée. Pas que cette personne n'a pas d'émotion, mais c'est un petit peu comme si elle n'a pas capacité à les montrer ou à les exprimer de façon à ce que cela corresponde à ce qui se passe. Donc, ces symptômes, ce sont les symptômes les plus courants. Ils varient en type, en gravité, donc au fil du temps. Il y aura des périodes d'aggravation et des périodes de rémission de symptômes. Et certains de ces symptômes risquent de toujours être présents. C'est-à-dire que chaque schizophrène va être différent de façon à ce que certains de ces symptômes vont être constants et d'autres vont fluctuer en intensité. Et ça ne va pas être la même chose pour chaque personne. Donc, vous ne pouvez pas dire, ben voilà, il y a tous ces symptômes, ils doivent tous être en place, ils doivent être là, avec la même intensité, etc. Il va y avoir des fluctuations et des différences. On sait que chez les hommes, les symptômes de la schizophrénie commencent généralement entre le début de la vingtaine et le milieu de la vingtaine. Donc 20-25 ans, on va pouvoir constater les symptômes. Chez les femmes, ça commence un petit peu plus tard, ça va être le plus souvent vers la fin de la vingtaine qu'on va pouvoir constater les symptômes. Il est très rare pour les enfants de recevoir un diagnostic de schizophrénie, à moins que ce soit vraiment des formes extrêmement graves, extrêmement profondes. En règle générale, on ne le verra pas, on ne mettra pas ce diagnostic sur des enfants. Et il est très rare pour les personnes de plus de 45 ans. Les quelques personnes de plus de 45 ans que l'on diagnostique, c'est généralement parce que ça s'est passé inaperçu pendant des années où il y a eu des mauvais diagnostics, ce qui fait qu'on s'en est aperçu seulement à partir d'un âge assez élevé. Mais généralement, dira-t-on qu'entre 20 et 30 ans, c'est là où on va diagnostiquer la plupart des cas de schizophrénie. Les symptômes de la schizophrénie chez les adolescents sont similaires à ceux des adultes, mais la maladie peut être plus difficile à déceler, et ça c'est dû au fait que certains des premiers symptômes de la schizophrénie chez les ados sont courants pour le développement typique plus ou moins au cours de l'adolescence, surtout s'il y a certains petits soucis, tels que vous pouvez avoir donc par exemple le retrait des amis et de la famille, une baisse des performances à l'école, des troubles du sommeil, une irritabilité ou une humeur dépressive et un manque de motivation. Le problème, c'est que beaucoup d'adolescents peuvent avoir ces soucis sans nécessairement être schizophrènes. En plus, si vous avez un adolescent qui consomme des substances à des fins récréatives comme le hashish, les méthamphétamines, le LSD, ce que vous voulez, ça peut provoquer des signes et des symptômes similaires. Donc,
ça peut être compliqué de pouvoir diagnostiquer la schizophrénie chez un ado. En plus, les adolescents, quand ils ont les symptômes de la schizophrénie, ils sont moins susceptibles d'avoir des idées délirantes que lorsque ça arrive dans la vingtaine, et ils sont plus susceptibles d'avoir des hallucinations visuelles. Mais en gros, on va avoir du mal à diagnostiquer une schizophrénie chez un ado, justement parce que certains de ces signes, ou la plupart de ces signes, peuvent être des signes de quelque chose d'autre. Alors, c'est bien joli tout ça, mais quelles sont les causes de la schizophrénie? Ça vient d'où, en fin de compte? En fin de compte, les causes profondes, on ne les connaît pas vraiment. On suppose que c'est une combinaison de génétique, de chimie cérébrale et d'environnement qui vont donc contribuer au développement de la maladie. On sait qu'il y a apparemment des problèmes avec certains produits chimiques et naturels du cerveau, entre autres les neurotransmetteurs que l'on appelle la dopamine et le glutamate. Et on sait que ces neurotransmetteurs peuvent contribuer à la schizophrénie. Il y a des études de neuroimagerie qui nous montrent qu'il y a des différences dans la structure cérébrale et le système nerveux central des personnes atteintes de schizophrénie. Mais on ne sait toujours pas quelle importance donner à quel de ces changements. Donc, pour l'instant, on en est au point où on se dit que la schizophrénie est une maladie cérébrale, en quelque sorte. Alors, la cause précise, on ne la connaît pas, mais on sait qu'il y a certains facteurs de risque. Il y a un facteur de risque génétique. On sait que si il y a des antécédents familiaux de schizophrénie, on a donc plus de risques d'avoir des schizophrénies dans la famille. Ça suit donc certaines familles et certaines tendances génétiques. On sait qu'il y a des problèmes d'altération de la chimie cérébrale et que cela peut venir, par exemple, de complications lors de la grossesse ou de l'accouchement, la malnutrition, l'exposition à des toxines ou à des virus qui peuvent avoir un impact sur le développement du cerveau du fœtus et du bébé. Puis il y a aussi un côté environnement ou environnemental, comme la prise de médicaments psychotropes ou psychoactifs pendant l'adolescence ou au début de l'âge adulte, de certaines toxines, certaines drogues peuvent avoir une influence. Donc, ce qu'on veut dire par environnement, ça n'est pas l'environnement familial, c'est-à-dire que vous, en tant que parent, vous ne pouvez pas traumatiser votre enfant de façon à ce qu'il devienne schizophrène. Si l'enfant est schizophrène, c'est qu'il y a eu un problème physique au départ, qu'il soit génétique, qu'il soit de chimie cérébrale, qu'il soit environnemental ou par raison de toxines quelconques, oui, mais ce n'est pas la façon d'élever votre enfant qui va en faire un schizophrène. Si on ne traite pas la schizophrénie, on peut avoir des complications, ça peut devenir très grave et ça peut aller jusqu'aux tentatives de suicide ou suicide. Il va y avoir des troubles anxieux, des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. On peut avoir des symptômes de dépression également, donc justement qui peuvent mener au suicide. L'abus d'alcool ou de drogue, ou voire les deux, fait régulièrement partie des complications. Il va y avoir une incapacité à travailler ou à aller à l'école ou à étudier ce que vous voulez. Cela mène à des problèmes financiers et à des gens qui se retrouvent sans abri. Pas mal, certains SDF en fin de compte, et peut-être même une bonne partie ont des troubles mentaux et devraient en fin de compte plutôt être au chaud dans un appartement protégé ou dans une cellule psychiatrique. Cela mène à l'isolation sociale et puis à des problèmes de santé, des problèmes médicaux tout simplement. Et enfin, et plus rarement, il peut y avoir un comportement agressif. Mais c'est relativement rare. Les schizophrènes sont pour la plupart très peu agressifs, mais ça peut arriver. Il n'y a pas de règle sans exception. Alors, pour poser le diagnostic, il va vous falloir voir un spécialiste. Si cette vidéo vous a interpellé, ce qui est parfaitement possible, ne posez pas de diagnostic schizophrène chez les personnes de votre environnement juste après avoir vu cette vidéo. Il va vous falloir parler à un spécialiste. Parce que
tout comme avec les adolescents, il peut y avoir beaucoup de faux amis en quelque sorte ou de faux symptômes qui sont dus à autre chose. Dépendamment du pays dans lequel vous habitez, c'est un peu différent autour de l'Europe, des États-Unis, ce que vous voulez. Il va y avoir plusieurs façons ou plusieurs méthodes pour diagnostiquer si la personne est schizophrène ou pas. Parce que il est nécessaire que, généralement, ça va être un médecin psychiatre le plus souvent. Il leur faut déterminer que les symptômes ne sont pas dus à une toxicomanie, à des médicaments, à une condition médicale autre, physique, qui peut avoir d'autres problèmes, qui peut avoir des symptômes qui ressemblent un petit peu. Par exemple, dans certains cas d'épilepsie, on peut parfaitement avoir des hallucinations, etc. Donc, ce n'est pas un symptôme, ce n'est pas un diagnostic à mettre à la légère. Alors, la détermination d'un diagnostic de schizophrénie, ça peut inclure, dépendamment donc du pays dans lequel vous vivez, ou même de la région dans laquelle vous vivez, je ne sais pas trop comment ça fonctionne chez vous, mais ça va généralement contenir un examen physique pour pouvoir voir si cela peut être d'autres problèmes physiques qui peuvent causer des symptômes et pour vérifier toute complication connexe éventuellement. Il va y avoir des tests et des dépistages éventuellement. Ça va être des tests qui vont aider à exclure des conditions qui présentent des symptômes similaires. Et ça va être le dépistage de la consommation d'alcool, de drogue, de médicaments, etc. Et le médecin peut également faire des examens d'imagerie comme une IRM ou un scanner, etc. Et puis, cela peut aussi également inclure une évaluation psychiatrique. Ça va généralement être donc le médecin ou un psychiatre, ou les deux, ou un seul des deux, qui va vérifier, alors généralement le psychiatre, qui va vérifier la santé mentale, qui va observer l'apparence, le comportement du sujet en posant des questions sur les pensées, les humeurs, les délires, les hallucinations, la consommation de substances, le potentiel de violence, de tendance au suicide, etc. Et ça comprend généralement aussi une discussion sur l'histoire familiale et personnelle pour voir quels antécédents familiaux il peut y avoir. Et tout ça, ça va faire le critère diagnostique donc, de la schizophrénie et cela pourra orienter le praticien si nous parlons d'une schizophrénie ou d'autre chose. Alors, s'il y a schizophrénie, il y a nécessairement traitement. Comme je l'ai dit plus tôt, les complications peuvent avoir des suites très compliquées et ça peut aller très loin. Et la schizophrénie va nécessiter un traitement à vie. On n'en guérit pas. On ne peut pas guérir de schizophrénie. Et même lorsque les symptômes ont disparu, il va falloir continuer à suivre le traitement. Généralement, et le plus souvent, il va y avoir une thérapie psychosociale pour aider à gérer la maladie. Il peut y avoir des hospitalisations nécessaires pour démarrer le processus. Et alors, ici, encore une fois, ça dépend du pays dans lequel vous habitez, mais par exemple, au Danemark, il va y avoir un psychiatre, il va y avoir un psychologue, il va y avoir des assistants sociaux, etc. Et donc, il va y avoir plusieurs domaines qui vont être activés en même temps. Et il va y avoir aussi une infirmière psychiatrique, le plus souvent, qui va suivre la personne chez elle. Et donc, cette équipe, c'est en fin de compte une approche en équipe, le plus souvent, qui va donc être disponible au travers de cliniques ou de services spécialisés dans la schizophrénie. La pierre angulaire du traitement, ça va être les médicaments. Il va y avoir des médicaments qui vont être antipsychotiques et qui sont les plus couramment prescrits. On pense que le fait que ces médicaments affectent la dopamine, donc, dont j'ai parlé un peu plus tôt, font que cela a un effet bénéfique sur les sujets, sur les patients. Et donc l'objectif de ce traitement, c'est donc de gérer les signes et les symptômes de façon à ce que le patient en soit libéré le plus possible avec la dose la plus faible possible. Parce que le problème de ces médicaments, c'est qu'ils ont une grande influence, ils ont des résultats qui peuvent être très bons, mais qui malheureusement ont plusieurs effets secondaires qui sont à éviter. Donc on essaye de trouver la dose la plus basse possible du médicament le mieux supporté par le patient. Et ça peut changer de personne en personne. Donc il peut y avoir une longue période
où il faut trouver la combinaison exacte pour que cela fonctionne. Et la plupart de ces traitements, ça met plusieurs semaines à fonctionner, donc on est obligé d'attendre plusieurs semaines avant de voir l'effet, pour de voir les effets secondaires et de diminuer, d'augmenter, etc. Donc ça peut être quelque chose de relativement compliqué et qui peut prendre relativement beaucoup de temps. À côté de ça, vous pouvez donc avoir des thérapies familiales, thérapie avec un psychologue, pour vous aider à gérer ou pour aider le patient à gérer certaines situations, à agir dans certaines situations, comment surmonter certaines situations, que faire et que éviter de faire, d'apprendre les signaux qui vont lui dire que là, il est en train de partir sur une voie de garage et qu'il faut donc agir, qu'il lui faut donc contacter le psychiatre, par exemple, ou que ça veut dire qu'il va falloir changer la dose de médicaments, etc. Donc, c'est tout un apprentissage et on essaye d'obtenir donc un état stable où le client ou le patient ne ressent aucun symptôme ou aussi peu que possible, avec aussi peu de médicaments que possible et avec un suivi psychologique. Voilà. C'était donc la schizophrénie, ce qu'on peut y faire, ses causes, son diagnostic, malheureusement donc pas vraiment de solution de guérison. Et je vous dis donc, si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je parle d'un autre sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr, mais sinon je vous retrouve d'ici quelques temps pour un autre épisode de Sans Divan. Au revoir. Cyril Malka, Sans Divan. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.